Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Donc j'ai pris la décision de réaliser ce podcast, en concertation d'ailleurs avec la cellule d'appui à l'évaluation par QCM de l'UCL, afin que vous puissiez mieux comprendre pourquoi vous avez eu de pas bons résultats lors de l'évaluation et comment vous allez devoir vous préparer, ou pourriez mieux vous préparer pour avoir plus de succès lors de la prochaine évaluation. Alors je vais reprendre avec vous une partie de l'examen, celle qui n'a pas fonctionné comme il aurait fallu, et voir aussi avec vous quelques éléments qui nous proviennent des stats et de l'évaluation de mon QCM, donc de mon test, et de voir avec vous en quoi vous auriez pu, et j'aurais pu aussi pêcher, pour expliquer ces résultats qui n'étaient pas attendus. Alors, vous étiez 180 à présenter cet examen. En première mouture de correction, vous étiez 12 à avoir réussi et 168 à avoir raté. Alors, le test est évalué, c'est-à-dire qu'on va regarder question par question et étudiant par étudiant comment les étudiants réussissent chacune des questions et l'ensemble du test. Et à partir de là, eh bien, les statisticiens nous fournissent des informations sur la qualité du test. Alors, quelle était la qualité de mon test? Eh bien, l'alpha de Cronbach qui doit être supérieur à 0,6 était de 0,72. Et le Little Rest Correlation qui doit se trouver aux alentours de 0,20 est à une valeur de 0,19. Donc le test est pertinent, il évalue bien, même s'il y en a peu, les connaissances des étudiants lors de ce test. Alors, les statistiques nous donnent aussi les questions qui ont posé problème. Il y en a une dizaine. Ce sont les questions 4, 5, 7, 12, 14, 19, 31, 32, 33, 38, 39 et 40. Je vous rappelle que sur Moodle, vous avez la copie, le formulaire de l'examen et qu'il vous est ainsi possible de repréparer le nouveau test à partir des questions qui sont à votre disposition, à partir du formulaire qui est à votre disposition. Donc sur le graphique qui est fourni aussi par les stats, vous voyez bien que les questions dont je viens de parler se trouvent sur la partie supérieure gauche du graphique, c'est-à-dire dans la zone jaune, qui dit que les questions sont peut-être pas trop faciles, parce que c'est pas jaune-jaune mais c'est jaune-orange, mais qu'une solution peut être plausible. Donc c'est-à-dire que en fait ce pourrait être des questions où il pourrait y avoir deux réponses valides, mais en réalité il n'y en a jamais qu'une. Et il n'y a pas non plus de piège, donc mes questions sont sans piège. Alors, sur cet ensemble de questions, vous aviez comme autre solution plausible plutôt, les questions 4, 5, 12, 19, 31, 32, 33, 39 et 40, qu'on va passer en revue. Il y avait deux questions qui étaient trop difficiles, c'est la 7 et la 38, vous voyez que c'est à la base de la zone verte, dans la partie supérieure droite, ou au sommet de la zone rouge. Eh bien, les questions 7 et 38 sont peut-être trop difficiles et on va voir en quoi vous les avez trouvées difficiles. Et enfin, il y a une question, c'est la question 14, celle qui est située dans la zone rouge à gauche en bas du graphique, la question 14, où elle était, soit c'était une mauvaise solution, donc c'est peut-être moi qui me suis trompé, mais c'est peut-être vous aussi qui avez répondu en nombre sur un des distracteurs, donc sur une des solutions qui n'était pas la solution logique, et on va aussi repasser cette question en revue. Alors avant de regarder ces différents questionnaires, je vais quand même revenir, parce que moi j'ai fait aussi mon analyse personnelle à partir de vos résultats, il y a quand même certaines choses qui sont assez étonnantes et remarquables. Alors, question que je donne, en réalité, je donne toujours, je vous la donne, donc vous avez déjà au moins un point sur 40, et donc cette question-là, sur les 180 étudiants, il y en a 170 qui ont répondu juste. Donc quelle est approximativement la durée du jour à tourner le 19 janvier? Eh bien ça marche à fond, donc c'est une question qui fonctionne bien. Alors pour pouvoir répondre à cette question, je vais redessiner avec vous le schéma qui permet d'expliquer la formule que je donne, qui provient de la trigonométrie sphérique. Regardez ici, je vous dessine le pôle nord, deux méridiens. Le méridien pour lequel on calcule et qui contient le point A, c'est par exemple le point qui contient, donc le méridien qui contient le point tourné, c'est le point A, et le méridien qui contient le point B, et le point B, c'est le point, donc le méridien qui contient le point B, c'est le méridien pour lequel il est midi au moment où on calcule, et le point B, c'est en plus le point
auquel on voit le soleil au zénith au moment où on calcule. Alors, on peut en déduire deux angles qui sont très importants. Donc l'angle entre le plan de l'équateur et le point A, ben, c'est la latitude du point A, donc c'est la latitude de tournée. Donc phi pour tourner, c'est à peu près 180 degrés de latitude nord, c'est 50 degrés de latitude nord, excusez-moi. Et alors vous avez aussi le point B, et cet angle entre le plan de l'équateur et la direction du point B, ça c'est la déclinaison. Donc c'est la latitude à laquelle on voit le soleil à la perpendiculaire à midi, le jour considéré, hein, au moment où on calcule. Alors en ayant maintenant ce triangle sphérique, que je redessine en bleu, en noir plutôt, ce triangle sphérique qui va du pôle nord au point A, qui va au point B et qui retourne au pôle nord, eh bien, vous avez aussi un angle dont je n'ai pas encore parlé, qui est l'angle T, donc qui est l'angle entre le méridien pour lequel on calcule et le méridien pour lequel il est midi. Alors vous savez bien que la Terre, elle tourne de 360 degrés en 24 heures, donc en une heure, eh bien, la Terre va tourner de 360 degrés divisé par 24, c'est égal à 15 degrés. Hein? Donc si on demande quelle est la hauteur du Soleil à un moment donné, eh bien, on va calculer le nombre d'heures qui sépare le moment pour lequel on calcule du midi, et on transforme ce nombre d'heures en angle en multipliant ce nombre d'heures par 15 degrés. Alors la formule que je vous donne est celle-ci, c'est sinus h égale sinus phi sinus delta plus cosinus phi cosinus delta cosinus t. Alors, lorsqu'on demande la longueur du jour, ben, on considère qu'on va en réalité calculer l'angle entre deux méridiens, le méridien pour lequel il est midi et le méridien pour lequel le soleil se lève. Et si le soleil se lève, ben, h vaut 0. Donc regardez, sinus h, ça fait 0, égale sinus phi fois sinus delta plus cosinus phi cosinus delta cosinus t. Donc, moins cosinus phi cosinus delta cosinus t égale sinus phi sinus delta, d'où cosinus t égale moins tangente phi tangente delta. Voilà. Alors, autant je vous donne cette formule-ci, autant celle-là, vous devez la retrouver, hein, comme je viens de le faire, donc en précisant bien que, en considérant bien que la hauteur du soleil au moment du lever et au moment du coucher, c'est 0. Donc sinus de 0, c'est bien 0, et on retrouve cette formule-là, cosinus t égale moins tangente phi, tangente delta. Alors, sur 180 étudiants, vous êtes 170 à avoir réussi cette question. Pourtant, après, je vais demander, bah tiens, quelle est, dans une question qui suit, quelle est la déclinaison le jour considéré? Donc, je crois que c'était le 12 janvier. Et alors là, assez étonnamment, vous n'êtes plus que 98 étudiants à trouver la bonne réponse. Donc, ça veut dire que il y a 72 étudiants qui ont étudié la réponse sans savoir comment on arrive à cette réponse. Oui, donc ça c'est assez perturbant. Alors la même chose, quand je demande de définir quelle est la hauteur du soleil, la question 17, eh bien, il n'y a que 104 étudiants qui sont capables de me donner la hauteur du soleil. Donc ce qui veut dire que ça, les étudiants ne savent pas, hein, dans ceux qui ratent, dans bon nombre d'étudiants qui ratent, ne savent pas ce que représente le H, et ils ne savent pas ce que représente le delta. Ils ne savent pas non plus ce que représente le T, hein, parce que si on ne sait pas ce que c'est que le delta et le H, il n'y a pas de miracle, hein, c'est le T qui est le plus compliqué à comprendre.
À la question 18, ben, on revoit aussi qu'il y a une grosse confusion entre la déclinaison, donc entre delta et t, hein, et l'angle t. Donc voilà ici quelques remarques générales sur des questions qui ne sont pas repérées comme étant problématiques par les stats qui ont été utilisées pour l'analyse de cet examen. Et maintenant on va donc repasser en revue les différentes questions en mettant bien de côté, ou peut-être on va même commencer par la question 14 puisque c'est la question qui visiblement était la plus compliquée. Alors la question 14, en réalité, elle part du schéma de la carte qui se trouve à la question 13 et qui vous montre les associations de sols pour le Benelux. Alors vous avez les sols que l'on connaît bien à Tournai, donc qui sont des sols bruns lessivés. Vous avez aussi les sols ardennais qui sont des sols bruns acides caillouteux qui possèdent des cailloux. Vous avez des sols que l'on va rencontrer en Flandre et qui sont des sols podzoliques, donc des podzones. Et puis alors vous avez la bande de dunes hein, qui longe littéralement le littoral. Et la question 14 est l'objet de ces sols que l'on va retrouver dans les dunes. Et là, la question 14, après avoir bien repéré les rigosols sur la carte des sols à la question 13, que pouvez-vous dire à propos d'eux? Alors que peut-on dire à propos des sols que l'on retrouve dans les dunes? Vous voyez, donc cette bande-là, ça correspond en fait aux dunes. Je vous ai expliqué qu'il n'y a pratiquement pas de sol, c'est un sol qui est très limite, qui concerne quelques millimètres de cette couche superficielle de sable. Donc dans les propositions, que voit-on? On voit, pour proposition A, que ce sont des sols peu développés sur une roche très peu altérée et qui ne permettent qu'une végétation peu exigeante de pousser. Ça ressemble très fort à la bonne réponse. Ce sont des sols bruns lessivés? Certainement pas. Ce ne sont pas des sols bruns puisqu'ils sont plus énoncés plus loin dans la légende de la carte. Ce sont des sols caractérisés par un horizon O épais, un horizon E décoloré et sans structure, un horizon B composé d'une accumulation de matière organique d'oxyde de fer. Là, dans le C, on est en train de décrire un podzol, donc ça ne peut pas être ça. Et le D, ce sont des sols qui sont gelés en permanence. Non, il n'y a évidemment plus de pergélisol actuellement sur la côte belge. Donc vous voyez que, en fait, la question 14 est une question qui est relativement simple. Hein. Il fallait évidemment pas se laisser influencer par la réponse B, où je dis ce sont des sols bruns lessivés, mais qui ne se développent que sur un substrat sableux comme celui rencontré dans les dunes du littoral belge. Il y a deux incohérences dans cette proposition B. Et donc, peut-être vous laissez, sans le faire exprès, influencer par le mot dune qui était dans cette réponse, dans ce distracteur. Donc je pense qu'on a retiré cette question. La question 14, on a mis un point à tout le monde, puisque là, peut-être, on aurait pu considérer le mot dune comme étant un piège. Mais maintenant, vous le savez, donc ce n'est plus un piège, on ne sait jamais si cette question était à nouveau posée lors du prochain test. Alors, une autre question qui était problématique, c'était la question 7. Alors la question 7, je la reprends avec vous. C'est une nouvelle question. La question 7. L'intensité d'un tremblement de terre est indirectement évaluée par le ressenti et les réactions des personnes qui viennent de le subir. Sur quelle échelle ce séisme est-il évalué de la sorte? Donc là, on parle du ressenti des personnes, on parle des dégâts que l'on va retrouver dans la nature, mais surtout sur les bâtiments. Donc c'est une échelle qui est appréciée par les architectes. Et elle est constituée de 12 échelons. Et donc, comme il n'y a pas un 13e échelon, on considère que cette échelle est fermée. Tandis que l'échelle de Richter, elle donne des informations sur la puissance d'un tremblement de terre, et il peut toujours y avoir un tremblement de terre plus puissant que le précédent. Donc cette échelle-là n'est pas fermée, elle est ouverte. Donc, comment pouvez-vous maintenant, quelle est l'échelle qui vous intéresse? C'est évidemment l'échelle fermée de Mercalli, et c'est la proposition la proposition D, donc la quatrième proposition à cette question, qui n'est pas difficile. Hein. Donc une échelle ouverte, une échelle fermée, on l'a bien vu au cours. Hein. Donc une échelle fermée, il y a 12 échelons, il n'y en a pas 13. Sur l'échelle de Richter, vous pouvez avoir un séisme d'une magnitude de 9, mais vous pouvez passer à 10. Hein. Ça ne s'est pas encore vu, on n'a pas encore mesuré, mais c'est évidemment possible.
Alors les autres questions, je vais vite les passer avec vous en revue. C'était la question 4. La fin du secondaire est marquée par une crise planétaire majeure. Donc la fin du secondaire, ça date de quand? Visiblement c'était une question de 6, c'est 66 millions d'années. Donc ça il faut évidemment le savoir, et pas faire la confusion entre des milliers d'années et des millions d'années. C'est une question simple pourtant. Question 5, en relation avec la structure de notre planète, un rift est. Alors, soit c'est un mot anglais qui signifie fossé. Ce mot est employé par les géologues pour désigner de grandes fissures de la croûte terrestre, par où le magma venu des profondeurs s'extrude et provoque la tectonique des plaques. Ça me paraît une solution élégante. Regardons les 3 autres. Un processus par lequel une plaque tectonique océanique s'incurve et plonge sous une autre plaque avant de s'enfoncer dans le manteau, c'est tout sauf un rift. La partie du globe terrestre située sur la croûte, entre la croûte et le noyau, c'est complètement stupide. Et une dépression sous-marine profonde, plus ou moins longue et étroite, présente dans les zones de subduction dont on vient parler dans la proposition B, par exemple. Ces zones caractéristiques des marges actives et des rides médio-océaniques sont engendrées par la collision et l'expansion de plaques tectoniques. Donc c'est évidemment faux. Donc la seule réponse vraiment possible, c'est le A, sans contestation. Question 7, on vient d'en parler. Alors allons plus loin dans le test. La question 12 sur les fondations. Donc une fondation se définit comme la partie d'un bâtiment qui assure la transmission dans le sol des charges, poids propres, forces climatiques, sismiques et charges d'exploitation de celui-ci. Sur la carte, vous pouvez observer que les profondeurs des fondations ne sont pas identiques sur l'ensemble du territoire de la France, mais in fine, de quoi dépend la profondeur de la fondation. De l'épaisseur, la proposition A, de l'épaisseur de l'éluvium du lieu. Non, l'éluvium, il peut varier très fort et les fondations vont rester toujours à la même profondeur. De l'épaisseur de la couche meuble qui est fonction des conditions climatiques du lieu, ça pourrait être possible. Regardons les autres propositions. D'une profondeur suffisante qui, en fonction du climat du lieu, empêche la formation de glace d'injection en dessous des fondations. Alors la glace d'injection, on a vu que c'est certainement pas ça. La glace d'injection, on la retrouve que dans les régions périglaciaires. Et donc la proposition D, qui devrait être la bonne, d'une profondeur suffisante qui, en fonction du climat du lieu, empêche la formation de glace de ségrégation en dessous des fondations. Donc sans discussion, c'est évidemment la proposition D qui est la bonne réponse à cette question 12. Question 31. Lorsque l'homme passe d'une civilisation archaïque à une civilisation postmoderne, la superficie nécessaire à sa subsistance diminue en relation avec l'amélioration des techniques et de l'agriculture. Donc à l'heure actuelle en France, quelle est la surface nécessaire vouée à la chasse et à l'agriculture? Elle est de 1 hectare par habitant. Alors la question 32 montre l'évolution des taux de natalité et des taux de mortalité pour la population belge depuis 1850 à peu près. La question, nous avons remarqué que le contrôle des naissances en vue de diminuer la natalité s'est montré particulièrement efficace à partir de quand? Vous voyez que le maximum du taux de natalité est situé vers 1775 à peu près. Et voyez qu'à partir de là, le taux de natalité commence à descendre légèrement, mais voyez bien qu'à partir de 1900, la pente de l'évolution du taux de natalité est relativement forte. Donc la solution, c'est particulièrement efficace, c'est à partir de 1900 environ. Question 33, à l'analyse du graphique qui sert à la question 32, il apparaît une légère hausse du taux de natalité jusqu'à 1870 environ. Comment pouvez-vous expliquer cette hausse du taux de natalité? C'est parce que vous êtes dans la transition démographique, que dans la population totale, puisque en fait on regarde le nombre de naissances sur la population totale, et comme la population totale est constituée de jeunes femmes en âge de procréer, le taux de fécondité, même s'il n'évolue pas des masses, même s'il est en légère régression, vu que le nombre de jeunes femmes est important, le nombre de naissances va être important aussi. Donc une population jeune aura un taux de natalité qui sera évidemment plus important qu'une population vieille comme on la connaît à l'heure actuelle. Donc assez étonnamment, on va voir que le taux de natalité va augmenter alors que la fécondité commence aussi à diminuer. Donc cette hausse du taux de natalité est probablement due au nombre important de jeunes femmes issues de la chute importante de la mortalité infantile causée par l'amélioration sanitaire concomitante, c'est tout à fait juste.
Puisque le taux est calculé sur l'ensemble de la population, il n'est pas normal d'observer une augmentation de ce taux de natalité, alors que vraisemblablement la fécondité ne connaît pas une évolution comparable. Donc cette solution paraît complètement juste. Hein. Donc on va quand même regarder les trois autres, mais déjà là on sait que c'est la bonne solution. Cette hausse du taux de natalité correspond à une politique nataliste destinée essentiellement à fournir des effectifs importants en préparation des guerres de l'époque, c'est totalement faux. La hausse observable est due à l'exode rural qui précipite la population jeune des campagnes vers les villes. Mais ici, comme c'est la population totale, donc ça ne sert à rien de séparer la population des villes et des campagnes. Et quatrième solution, la hausse observable est surtout due au baby-boom qui succède aux situations de crise comme celle des conflits. C'est évidemment une proposition qui est stupide, dans le cas ici, puisqu'on est avant les conflits. Alors, question 38, dans l'analyse comparative des villes européennes, Céline Rosenblatt et Patricia Cécile ont utilisé des fonctions urbaines comme critères de différenciation. Parmi les quatre propositions suivantes, quelle est celle qui ne constitue pas exclusivement un critère? La population des centres-villes, on a vu que c'était un critère qui était utilisé. Le nombre de revues scientifiques éditées, c'est un critère qui était utilisé. Le nombre de congrès internationaux organisés, c'est aussi un critère qui était utilisé. Le nombre de liaisons aériennes réalisées par l'aéroport de la ville, ce n'est pas un critère. Le critère était le nombre de villes que l'on pouvait atteindre en 24 heures à partir de la ville considérée. La question 39, dans l'analyse comparative des villes européennes, Céline Rosenblatt et Patricia Cécile, de nouveau, ont montré que certaines villes de dimension européenne ont connu dans les années 90 une diminution significative de la population de leur centre. Alors, quelles sont les villes qui connaissent une diminution significative au centre des villes? Alors, ce sont les villes anglaises, belges, allemandes, françaises qui connaissent soit l'effet attractif de villes nouvelles qui engorgent bien les villes de Londres et de Paris. Donc on sait bien que Paris, la population augmente toujours, donc ça ne peut pas être la proposition A. La proposition B, c'est les villes anglaises, belges, allemandes qui connaissent soit l'impact d'une urbanisation, soit l'effet attractif des villes nouvelles qui désengorgent bien les villes de Londres. La ville de Paris connaît toujours une augmentation de sa population. Cette proposition paraît très satisfaisante. Les villes du sud de l'Europe, c'est complètement faux, puisque ces villes-là ont une population, des villes qui augmentent très fort. Et il s'agit des villes de la Badin-Bleue qui constituent la mégalopole européenne et qui s'étend de Londres à Milan en passant par le bassin de la Ruhr. Ça, c'est aussi une proposition qui est loufoque. Enfin, dernière question qui était aussi un peu problématique. Une des théories en vue au cours montre qu'il est parfois essentiel de construire des villes nouvelles pour désengorger les centres trop importants. Cette théorie, est-ce que c'est la théorie de Kristallnair? Non, Kristallnair, c'est les régions polarisées. C'est le principe de marché, ça n'a rien à voir. Celle qui est liée aux notions relatives à l'anisotropie des régions polarisées, c'est faux aussi. À la loi Rantaille et l'effet de primatie, oui, c'est évidemment ça, c'est l'effet de primatie. Quand on voit qu'il existe dans un pays, là on peut songer alors à construire des villes nouvelles pour améliorer cette situation dans le système des villes de la ville. Alors cette théorie est celle qui est liée aux déformations de la zone d'influence de certains centres urbains qui ne correspondent pas à une forme hexagonale. Ça pourrait être vrai, mais c'est évidemment beaucoup moins pertinent que la loi Rantaille et l'effet de primatie. Il n'y a pas photo, hein. C'est la proposition C qui fonctionne. Donc voici quelques remarques intéressantes sur l'analyse des questions que je vous ai proposées lors du test de janvier. Maintenant, je vous suggère de quand même bien revoir cette bouture d'examen. Il est probable que quand même certaines questions ressortent lors du test que vous allez connaître au mois de juin et peut-être aussi au mois de septembre. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser le forum. Là, vous posez vos questions, vous laissez vos condisciples y répondre, et puis moi je viens modérer. Et si je mets du temps à venir modérer, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que j'aille jeter un coup d'œil sur ce forum. Et comme ça, vous allez voir qu'en travaillant un petit peu, vous allez considérablement augmenter votre cote. Et je pense réussir l'examen, évidemment pas un examen facile, on est bien d'accord, mais vous allez voir que vous allez vous étonner lorsque vous verrez vos points si vous jouez le jeu de l'étude de la matière. Je suis évidemment toujours à votre disposition et je vous souhaite une bonne réussite à l'examen et je vous souhaite aussi beaucoup de courage et j'espère que vous allez travailler du mieux possible pour cette session à venir. À bientôt!